Bonjour, donc on va continuer le cours est passé, donc on est arrivé à la deuxième partie de la paragraphe numéro 2, courbe intensité potentielle. On va discuter aujourd'hui les modifications apportées aux courbes intensité potentielle et on commence par le courant limite de diffusion. Donc, je vais vous expliquer cette limite du courant sur cet exemple d'oxydation du Fe2 en Fe3, Fe2+ en Fe3+. Donc vous voyez bien ici que pour assurer l'oxydation de Fe2+ en Fe3+, il faut que les ions diffusent, c'est-à-dire ils vont se déplacer sur l'anode, ici sur le métal, pour faire le transfert d'échange d'électrons, et puis un deuxième déplacement, une migration pour s'éloigner. Donc ce processus-là de diffusion devient cinétiquement limitant dans le cas où l'espèce est en solution, c'est-à-dire l'espèce est en solité dans la solution. Donc la vitesse de ce processus de diffusion est pratiquement indépendante du potentiel de l'électrode, il ne dépend que du processus de diffusion. Et donc la courbe intensité potentielle présente alors un palier, c'est-à-dire lorsque j'augmente la différence de potentiel E entre donc l'électrode et la solution, le courant il reste constant puisque donc le courant est limité par la diffusion, c'est-à-dire le courant de diffusion, le déplacement des électrons vers le métal. Et donc on aurait un palier de diffusion. Ce palier de diffusion il est proportionnel au nombre de moles, donc à la concentration de la solidité de cette espèce active qui se trouve en solution. Et donc, si on regarde par exemple l'allure de la courbe intensité potentielle dans le couple Fe3+ Fe2+ existe en solution, comme l'oxydant et le réducteur en solution, on va apercevoir dans la partie anodique un palier de diffusion, le courant devient constant, et cette hauteur-là, la hauteur de ce palier, il dépend de la concentration de l'espèce qui est consommée, ici qui est le Fe2+. Donc ce palier, il est proportionnel à la concentration du réducteur Fe2+. Alors que dans la partie cathodique, l'oxydation de Fe3+, plutôt la réduction de Fe3+ en Fe2+, aussi, elle présente un palier de diffusion et dont la hauteur ici est proportionnelle à la concentration de l'oxydant Fe3+, puisqu'il est en solution. Bien sûr, ici, le fer, c'est un système rapide. On peut imaginer aussi un système lent dans un cas général. Donc, cette partie-là, ça représente un système lent, caractérise un système lent. Et aussi, pour un système lent, si l'oxydant et le réducteur se trouvent en solution, je vais trouver un palier de diffusion dans la partie anodique et un palier de diffusion pour la partie cathodique. Maintenant, il y a des exceptions. Des exceptions pour ce palier de diffusion. Donc, la première exception, lorsque l'espèce électroactive est le conducteur métallique lui-même. Donc, si l'électrode lui-même est une espèce électroactive, s'il participe donc au couple OX-2, donc on n'a pas besoin de cette diffusion, de ce transport, puisqu'il se trouve sur lui-même. Et l'échange se fait sur lui-même. Et donc, dans le cas d'un métal, donc le couple N2 plus M, donc ici par exemple Fe2 plus Fe, s'il s'agit du fer. Donc sur la partie anodique où s'effectue l'oxydation du métal, il n'y a pas un palier de diffusion puisqu'il s'agit du métal, l'espèce active qui se transforme, c'est le métal lui-même, et donc il n'y a pas de palier de diffusion. Alors que dans la partie cathodique, où il y a réduction des ions métalliques en métal, il y a
un palier de diffusion puisque les ions sont en solution et cette hauteur-là, elle est proportionnelle à la concentration des ions métalliques. Une deuxième exception, c'est le cas du solvant. Donc, un solvant, c'est l'espèce majoritaire. Donc, comme la concentration dans un solvant est élevée partout, donc le phénomène de transport ou de diffusion n'est pas un processus limitant. Donc, la courbe ne présente pas de palier de diffusion dans le cas du solvant. Donc, l'oxydation de l'eau et la réduction de l'eau se fait sans palier de diffusion. Ça, pour les deux exceptions du palier de diffusion. On passe maintenant à la notion de mur du solvant ou aussi le domaine d'électronégativité d'une espèce. Donc, vous savez bien que l'eau est une espèce électroactive. Donc, l'eau, elle peut intervenir, comme c'est le solvant, elle peut intervenir aussi dans le processus d'oxydation et de réduction. On peut avoir donc l'oxydation de l'eau en O2 ou bien la réduction de l'eau en H2. Donc, dans la courbe intensité potentielle, il ne faut pas oublier la courbe intensité potentielle de l'eau. Donc, cette courbe intensité potentielle de l'eau tracée fait intervenir des potentiels limites. Le potentiel E1 plus N infini d'oxydation, la surtension infinie d'oxydation avec E1, c'est le potentiel de l'eau à pH quelconque. Et le deuxième potentiel, c'est 0, puisque le potentiel de couple H plus H2, c'est 0, moins 0,06 pH, plus la surtension cathodique infinie. Donc, au-delà de ces deux valeurs, si je me place à un potentiel supérieur à cette valeur-là ou inférieur à cette valeur-là, l'espèce devient inactive. C'est le solvant qui s'oxyde au-delà de la valeur 1,23 moins 0,06 pH plus ni l'infini de A. Et c'est l'eau qui se réduit au-delà de cette valeur du potentiel, au-delà plutôt de cette valeur du potentiel. C'est pourquoi on dit on ne peut pas observer l'oxydation et respectivement la réduction d'une espèce dont la courbe intensité potentielle se situerait à des potentiels plus élevés ou respectivement plus faibles que ceux de la partie anodique et de la partie cathodique respectivement de l'eau. Donc, ces deux valeurs-là représentent bien des intervalles infranchissables et une espèce elle est électroactive si son potentiel est situé entre ces deux valeurs-là. Donc, une troisième modification, bien une troisième chose sur laquelle on doit se fixer pour les courbes d'intensité potentielle, lorsqu'il y a plusieurs espèces électroactives existant dans la solution. Donc, la courbe d'intensité potentielle de l'ensemble des processus est la somme de chacun de ces processus-là. Donc, si par exemple je vais considérer trois couples oxyde ou bien deux couples oxyde qui existent dans l'eau, le premier couple, il y a une éventuelle oxydation et une éventuelle réduction, la courbe en bleu. Et le deuxième couple, il ne peut subir qu'une oxydation. Il ne faut pas toujours oublier avec la courbe de l'eau. Donc, l'intensité en fonction du potentiel de l'ensemble, ça serait la somme, tout simplement la somme algébrique. Je somme ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'aurai cette allure-là. Donc, cette allure-là représente une courbe intensité potentielle où il y a plusieurs couples oxyde dans le solvant eau. Donc, ces vagues successives
me permet de déterminer le nombre du couple oxyrène qui existe dans le solvant, la nature de ces réactions-là, ainsi que la nature du processus, s'il est rapide ou lent. Bien sûr, il ne faut pas toujours oublier qu'il ne faut pas dépasser le mur du solvant. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas aller au-delà du mur du solvant. Une remarque importante maintenant concernant l'eau, c'est que, en réalité, la courbe intensité potentielle de l'eau, elle est présente sous cette forme-là. Bien sûr, oubliez ici l'origine des potentiels. La réduction de l'eau, l'oxydation de l'eau, mais il y a une éventuelle réduction avec un palier de diffusion. Pourquoi? Parce que généralement, il y a l'oxygène dissous dans l'eau. L'oxygène dissous dans l'eau, il présente une certaine concentration. Comme l'eau peut succéder en O2, le O2 peut être aussi se réduire en H2O. Et comme le O2 qui se trouve dans l'eau, dissous dans l'eau, est une concentration, on va avoir un palier de diffusion dont la hauteur ici, il dépend de la concentration de l'oxygène, de dioxygène dissous dans l'eau. Pourquoi j'ai évoqué cette remarque? Parce que c'est dû à cet oxygène dissous dans l'eau qu'on va par la suite, dans le deuxième chapitre corrosion, parler de ce qu'on appelle la corrosion différentielle. On va voir que le dioxygène dissous dans l'eau joue un rôle primordial dans le processus de la corrosion par aération différentielle. On passe maintenant à la dernière partie, interprétation cinétique d'une réaction d'oxydoréduction. Donc vous savez qu'une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples oxyrènes. L'année dernière, vous avez vu donc comment, du point de vue thermodynamique, déterminer le sens ou bien la possibilité, la spontanéité d'une réaction si en utilisant tout simplement la règle de gamma. Donc on compare les deux potentiels standards et l'oxydant le plus fort, il réagit avec le réducteur le plus faible selon la règle de gamma. Bien sûr, ici, du point de vue thermodynamique, dans un processus électrochimique, au lieu de comparer les potentiels standards, on compare plutôt les potentiels de Nernst. Donc, du point de vue thermodynamique, la réaction spontanée qui se produit est entre toujours l'oxydant du couple le plus élevé avec le couple du réducteur le plus faible, comme ici OX2 donc réagit avec RED1 pour donner OX1 et RED2. Donc ça, c'est la réaction se fait dans ce sens du point de vue thermodynamique. Du point de vue cinétique, maintenant, donc on a toujours la réaction se fait dans le sens thermodynamique, donc il y a oxydation de RED1 et réduction de OX2 puisqu'il est le plus fort. Mais il faut savoir que les électrons ne peuvent s'accumuler dans une solution. Donc, les électrons libérés par le processus d'oxydation de RED1 vont être captés par la réduction de OX2. C'est pourquoi on aurait IA est égal à moins ici. Le courant anodique dû à l'oxydation de RED1 doit être égal en valeur absolue au courant cathodique provenant de la réduction de OX2. Donc c'est pourquoi on dit qu'il existe une seule valeur du potentiel qu'on va l'appeler le potentiel mixte qui vérifie cette égalité-là, qui vérifie IA est égal à moins ici. S'il existe ce potentiel, la réaction est cinétiquement possible, sinon elle est bloquée cinétiquement, même si elle est possible thermodynamiquement. Je vais vous montrer rapidement les 4 cas possibles. Une réaction spontanée et rapide, on a toujours E02 supérieur à E01 et l'existence du potentiel mixte, tel que IA est égal à moins IC, et IA est un peu élevé, donc c'est pourquoi on a dit elle est rapide. Une réaction spontanée lente, on a toujours les mêmes cas précédents, sauf que le potentiel mixte, il assure un courant IA faible.
On a la réaction spontanée cinétiquement bloquée,